de la politique au Sénégal, il y a des passages où, au courant d'un certain nombre de choses, il connaît les classiques de la politique. Il rappelle les réflexions de Lénine, des défenseurs de l'éthique. Et la lucidité est présente dans le livre. Il est courant du jeu des alliances, des opportunismes en politique, et il rappelle des trajectoires. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le fait d'avoir évoqué les assises nationales du Sénégal dans un passage. J'en profite pour dire que au Sénégal, quand on parle des assises, on pense souvent à la dimension politique. Mais il y avait trois gouvernances. Gouvernance politique, gouvernance économique et gouvernance sociale. Et ce n'est pas un hasard parce que doyen Amadou Mokhtar Mbow, doyen Fadiga, moi j'étais dans la commission, je dirigeais la commission sociale. La commission sociale, c'était l'éducation, la santé, la culture, les sports et le dialogue national. C'est ça les assises. Et les propositions des assises nationales concernant le sport, c'est des propositions pertinentes. Mais on l'oublie. Et c'est heureux que Alpha ait rappelé tout ça, même s'il n'a pas développé la partie des propositions des assises concernant le sport. Mais les assises ont fait des propositions. Les amis qui sont intéressés doivent voir le rapport général des assises nationales. Le sport fait partie des éléments de gouvernance. Il y a de bonnes transitions entre sport et politique. Page 55, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit. Les sociétés qui revendiquent l'idéal démocratique affichent l'ambition d'organiser leur gouvernance selon des principes rationnels. Dans cette optique, prévaut le paradigme républicain consistant à faire prévoir le rapport civil sur les considérations confessionnelles, territoriales et consanguines. Du coup, sont établies des frontières pas trop étanches entre sphères publiques et privées. La rationalité est en œuvre et effectivement, il y a des cultes. Le culte de l'altérité, la solidarité, le respect mutuel, l'usage de l'esprit rationnel dans la cité, etc., etc. Donc, le sport également et la politique. Les rappels historiques peuvent inspirer conscience. Il fait des rappels très intéressants. Alors, là d'ailleurs, c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé. Christian Bromberger a formulé cette observation. Il est symptomatique. Peut-être Mamousse et Ablaï pourront tout à l'heure revenir, les philosophes, que les compétitions sportives aient pris corps dans les sociétés à idéal démocratique. La Grèce antique, l'Angleterre du 19e siècle, là où la compétition sociale, la remise en cause des hiérarchies était pensable. De ce point de vue, il rejoint Pierre de Coubertin, qui percevait le sport à l'image d'un modèle d'État démocratique en miniature, au sein duquel était cultivé le fair play, la justice et la franchise et le self-control. En somme, pour être précis par rapport à notre sujet, Christian Bromberger poursuit que le stade de football, comme le lieu par excellence où se concrétise l'imaginaire démocratique. Alors là, je taquine et s'il y a des étudiants, je pense que les étudiants doivent travailler ce problème. Quel est le problème? Je pense que Alpha a raison de poser le problème des sociétés ouvertes, des concentrations codifiées, négociées. Mais malheureusement, nous les historiens, on estime que le prisme européen est incomplète. Je m'explique. Paradoxalement, le document le plus ancien de l'histoire de l'humanité, qu'on appelle la palette de Narmer, le premier pharaon égyptien qu'on connaît, peut-être qu'avant lui il y avait des gens, mais il se trouve que cette palette de Narmer, le sport est présent. On voit des gens comme les écrits de lutte là, avec leur drapeau. Donc le sport et la lutte, le premier document de l'histoire de l'humanité qu'on arrive à dater, en même temps qu'il y a les faits de guerre, il y a des faits de sport. Et donc, ça, je crois que... Qu'est-ce que je veux dire par là? Les problèmes de santé, de performance, et Alpha le sait parce que ici, ce que les Européens appellent la démocratie, c'est vrai. Mais l'idéal démocratique, le modèle de la cité grecque ne doit pas être notre société. À Saint-Louis, le Ravantégal existe hein, depuis très longtemps. Partout où il y a des fleuves, les gens ils compétissent avec les pirogues. Et il y a
donc des compétitions également dans d'autres sociétés qui ne sont pas forcément la République de Périclès. Donc, je crois que c'est un débat très intéressant. La santé, la performance, la confiance, c'est important. Il y a quelques jours, on était en Égypte, j'ai dit, bon, on nous faisait visiter les pyramides. J'ai dit, mais il y a quelque chose que le guide doit nous montrer. C'était quoi? Il y a un espace qu'on appelle Saqqara. C'est là où les pharaons, tous les 30 ans, il y avait une fête de jubilé, ils devaient prouver qu'ils sont capables de courir les 400 mètres plats. Sinon, ils n'étaient pas reconduits. Donc, l'Afrique a connu des formes de limitation des mandats il y a longtemps. Et on devait régler un certain nombre. Ça s'appelle Saqqara. Si vous allez en Égypte, on va vous montrer les pyramides. Il y a un espace où Pharaon devait prouver qu'il peut encore courir. Et c'est comme les stades de football là, actuels. Et s'il ne pouvait pas, bien sûr, il y avait ce qu'on appelle la moralité, etc. Donc, il faut qu'on revienne. Cette page-là m'a beaucoup intéressé. Il serait bon qu'on revienne sur ces questions. Il y a une fête qu'on appelle la fête Chet. Bon, vous me dites 30 ans, c'est déjà pas mal. Hein? Aujourd'hui, on leur demande de faire 2 mandats de 4 ans, ça suffit. Mais il y avait des limitations. Et le sport était un élément de régulation. Il fallait prouver que vous pouvez courir. Si vous ne pouvez pas courir, comment est-ce que vous pouvez diriger la cité? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, ni mentalement. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'association des psychologues a dit que Trump, on doit le faire sortir. Et maintenant, il y a d'autres groupes qui sont musés. Mais même la santé mentale des dirigeants, on doit l'interroger. Et je pense que c'est pour cela que le sport est un élément très important. Alors, quid maintenant des limites techniques et psychologiques? Parce qu'il pose le problème du sport. Quelles sont les limites techniques? Pourquoi une équipe est battue? Est-ce que c'est des problèmes techniques ou bien c'est des problèmes psychologiques? Et il revient sur le charme du foot. Moi j'ai beaucoup aimé, tous les footballeurs doivent aimer. J'ai vu M. Diallo et l'équipe de l'APS là. Il revient sur le charme du football, c'est ça. Le rappel des paradoxes et déceptions qui foisonnent dans l'histoire du football a l'avantage de contribuer à ne pas confondre la logique mathématique avec celle qui prévaut dans cette discipline. Il est nécessaire, car les amateurs du ballon rond peuvent porter à se cuirasser la mémoire contre l'oubli, cèdent facilement à la tentation de faire la passion le cerveau de la critique, pour reprendre Marx. Du coup, à la moindre frustration, les foules aussi imprévisibles que versatiles sont promptes à ranger les prouesses et faits d'armes de leurs stars d'hier aux oubliettes, et en lieu et place des célébrations dans un passé des plus récents s'opèrent des réactions, lesquelles, dans la mesure où elles sont spontanées, sont grosses de tous les périodes. Ainsi, Jules-François Bocandé a été hué lors du jubilé de Boubacar Sarr dit Locotte. Or, que n'a-t-il pas fait pour le football sénégalais? Par-delà ses réalisations décisives et sa forte personnalité, son engagement est resté une leçon de patriotisme. Donc, il rappelle les émeutes que vous connaissez, quand la Côte d'Ivoire ou même le Togo, etc., etc. Donc, je pense qu'il revient sur le charme du foot et Alpha fait de bonnes critiques de tout cela. Il fait des rappels utiles sur les surprises et des rappels aussi concernant la bêtise humaine. Je ne veux pas être méchant, mais page 67-70, il y a des choses, et il rappelle des drames. Les derniers, mes compatriotes de Wakam, Monia est là, nous tous on était malades. Et Alpha rappelle tout ça, ce qui s'est passé au Wakam. Quelle est la part des sportifs, mais quelle est la part aussi de l'équipe politique? Parce que ce jour-là, mais les gars, il n'y avait pas de force de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient pour suivre les meetings. Et bon, malheureusement, il rappelle donc un peu tout cela. Bref, ceux qui font histoire, ils rappellent quelque chose qui est connu dans la Grèce, Rome, Panem et Circenses. Le football, le sport, dans la panoplie des armes des gouvernants, il faut du pain et du sucre. Sinon, ça n'a pas marché. Et il rappelle ça, page 75. J'ose pas dire qu'il rappelle que ça peut être l'opium du peuple, mais c'est comme si c'était ça. Et il nous rappelle une chose que tout le monde connaît, le Sénégal en pleine zone de turbulence, avec une jeunesse qui, sans avoir sa carte électorale, n'en était pas moins progressivement présente sur la scène politique, activant sa diplomatie pour faire valider par la CAF sa candidature sportive de haute portée politique. Et il cite Alain Agboton,
Le Sénégal 92 est né de février 88. Et février 88 a été engendré par le désordre moral de Caire 86. Là aussi, s'il y a un traumatisme, je me demande entre Asmara d'ailleurs et Caire 86, c'est que le premier match, le Sénégal a battu l'équipe qui a organisé. Et l'équipe du Sénégal était sur le papier une des meilleures avec des stars. Deuxième match, le Sénégal gagne. Donc pour les Sénégalais, il n'y avait même pas de doute. Le Sénégal allait être qualifié et ramener la coupe. Eh bien, contre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs c'est rare d'ailleurs que ça aille dans le football. Avoir 2 victoires, 1 défaite et vous êtes éliminé. Et le Sénégal a été éliminé et effectivement, on se rappelle, à l'époque où moi j'étais assistant déjà à l'université, subitement, on nous a fait croire à un moment que le Sénégal a gagné parce que les Ivoiriens, bref, la tension avait baissé et on nous a appris que c'était Jean Collin qui avait inventé ça pour que les choses se tassent. Et je pense que le lendemain, et la frustration était grande, Alpha le rappelle, parce que beaucoup de Sénégalais avaient cotisé. Une femme, c'était ça, un gramme d'or, etc. Alors, bref, il revient sur perspicacité et lucidité. Alors, pourquoi ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est qu'il a dépassé le problème du football. Parce qu'il revient sur des disciplines, mais qu'on laisse en rade, karaté et beach soccer, qui amènent des médailles, mais ceux qui font ces performances sont ignorés. Il rappelle ça, il rappelle cette injustice. Donc, en lisant le livre, on peut dire enfin, Alpha pose le problème. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est la page sur les infrastructures. C'est à la page 88. Là, j'ai dit, voilà, moi, je suis très satisfait parce que ce problème, c'est une catastrophe. Le Sénégal, et surtout en rapport avec les droits humains. L'exemple que je donne, il n'a pas cité cet exemple. Nous, notre génération, on a vu des stades comme le stade Wilton, où il y avait même le gazon. Aujourd'hui, c'est un champ de patates. Et aujourd'hui, j'ai appris l'autre jour que le ministre dit qu'on va refaire le stade. Mais ce qui est grave, c'est qu'au Sénégal, aujourd'hui, on construit encore des stades comme à l'époque coloniale, où il y avait des gens qui vont dans les tribunes et des autres qui vont à Guétoubey. Guétoubey, c'est-à-dire que les gens sont debout. 3 heures de temps debout pour voir des matchs de football. Et ça n'ébranle personne. Moi, j'ai vu les stades là qu'on construit. Donc, ce pays-là, est-ce qu'on respecte les droits humains? Est-ce que vous imaginez en France, en Amérique aujourd'hui, faire des stades où les gens sont debout quand ils ont, excusez-moi du terme, quand ils ont envie de pisser, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont aller. Ça, c'est le Sénégal d'aujourd'hui. Et on est content. Donc je pense qu'on peut être même plus dur que lui sur un certain nombre. Il a posé ce problème des infrastructures et je crois que, en tout cas pour ceux qui aiment le football, de temps en temps je vais au stade et je prends mes journaux pour étaler, pour m'asseoir. Je ne vois même pas d'ailleurs que des jeunes voient que moi je suis professeur d'université, je regarde. Mais je vous assure, demain si vous avez le temps, allez au stade. Vous êtes ahuris, donc c'est heureux que ce bouquin pose ces problèmes qui ne sont pas seulement des questions sportives, mais des questions de respect des droits humains. Et ne soyez pas surpris que les gens n'aillent pas parfois au stade, parce que quand même en 2020, on fait des stades qui respectent moins les droits de l'homme que pendant l'époque coloniale, quand le gouverneur Wilton. C'est le gouverneur Wilton. Il y avait des gazons, et puis, bon, à l'époque, il y avait les Noirs, certains peut-être n'allaient pas au niveau des tribunes, mais aujourd'hui, on est tous dans une république. Et il pose le problème. Bref, il pose le problème de la responsabilité des médias et des intellectuels, et sa conclusion est magistrale, et je termine par là, parce que Alpha devra dire un mot, et puis vous allez lui poser des questions sûrement. Je vous lis la conclusion, qui me semble très intéressant. De même, pour avoir apporté sa contribution à l'édification d'un État de droit dans son pays, le Brésil, il cite là un cas très intéressant, Socrates, un grand footballeur, c'était un universitaire, un médecin. Il dit, a été salué comme l'un des plus grands hommes ayant jamais porté un maillot de football.
Plus récemment, grâce à sa posture acquise en tant que capitaine de l'équipe américaine de football, victorieuse de la Coupe du Monde, Megan Rapinoe a pu s'offrir une tribune. Elle a pu mettre en profit cette notoriété pour rappeler à l'ordre républicain l'un des plus puissants chefs d'État sur cette terre, Donald Trump. C'est de notre responsabilité que de rendre notre monde meilleur. Nous devons être meilleurs, aimer plus, haïr moins. Nous devons écouter plus et parler moins. Ces paroles ont pour but de franchir un cap. En définitive, sa conclusion. L'accueil triomphal des Lions de ce 21 juillet, confiné dans l'événementiel, ne saurait livrer son sens. Il reste un message très fort. Quoi qu'il paraisse parasité par le paradoxe qu'il a gouverné, il n'en traduit pas moins de fortes attentes. Des attentes qui débordent de loin la sphère du football pour se poser en termes de bonne gouvernance et de prise en main effective de la destinée de ce pays. Le Sénégal aura compris ce message s'il manifeste la conscience selon laquelle, pas plus que le sport ne se réduit au football, la vie nationale ne saurait s'épuiser dans l'activisme politique. La revalorisation de l'éthique et du savoir sera un des signaux les plus lumineux de l'effectivité de cette prise de conscience. Alors et alors seulement, la sécurité des citoyens et de leurs biens, la sauvegarde de leurs richesses et leur distribution équitable, le souci du bien-être de tous et chacun deviendront un programme politique à l'exécution duquel tous les Sénégalais seront prompts à apporter, sans doute avec euphorie, leur concours le plus précieux. Je vous remercie. Ablaye et Alpha Demal, si tu as un mot à dire. Si tu as un mot à dire. J'ai peur d'être essoufflé avant le... Voilà. Lorsque j'étais élève étudiant, j'aimais bien les ballons orange. À Blanchot, on m'avait même trouvé un sobriquet pour ça. Et je n'ai jamais été un champion. Pour ce qui est du football, je n'y comprends rien. Par contre, on ne peut pas être sénégalais ou vivre dans ce monde sans se rendre compte au moins d'un point de vue empirique ce que Alpha démontre de manière scientifique, si je puis dire, dans ses livres. À savoir quelle passion le football représente pour les jeunes et toutes les populations, et quel enjeu cela représente pour les hommes politiques et pour les États. On y trouve tous les sentiments, de l'orgueil à la fierté, mais également les passions les plus basses quelquefois, le rôle de l'argent, etc. Mais j'en viens au fond, peut-être de ce qui intéresse Alpha, c'est un philosophe. Il n'a pas analysé le football point de vue technique seulement, c'est l'aspect lecture de ce qu'il y a derrière l'apparence, des causes, qu'est-ce qui meut les gens, qu'est-ce qui fait bouger les populations, c'est cela qu'il analyse et qui aboutit à cette conclusion que tu viens de lire. Je voulais donc dire qu'empiriquement, je peux au moins faire état de deux choses autour que j'ai vécues et qui montrent bien que par-delà les questions de patriotisme, du besoin de rêver des populations, etc., les jeunes, question de fierté, tous les enjeux, il y a effectivement un enjeu politique qui peut souvent faire l'objet de manipulation ou de récupération. Et pour tous les régimes. Et c'est une bonne leçon. Et je suis donc interpellé en tant que citoyen, mais comme jadis, je veux dire au siècle dernier, j'ai appartenu à un gouvernement. J'ai vécu quelques expériences qui me montrent bien qu'il y a un lien entre les deux. Premier exemple, à la CAN de 2000, le Sénégal, je crois, avait été éliminé en quart de finale. C'était une CAN organisée par le Ghana et le Nigeria, je crois. Notre équipe a été éliminée en quart de finale, mais elle était réputée très compétente. C'est comme ça d'ailleurs que
Je me suis embarqué dans l'affaire. On nous a dit d'aller les accueillir à l'aéroport. Nous avons même fait dizaines, nous sommes entrés dans l'avion pour montrer aux joueurs que nous sommes vraiment solidaires. Alors, un journaliste m'a posé la question suivante, et je voudrais, avant de dire ça, de rappeler sa question, rappeler le contexte. En 2000, janvier, on était à quelques encablures des élections présidentielles. Le gouvernement auquel j'appartenais avait essuyé le plan Zapolum, la dévaluation du franc CFA, les politiques d'ajustement. Donc notre image était presque par terre et tout le monde s'attendait à notre chute. Alors, le journaliste me dit, est-ce que vous n'êtes pas venu pour récupérer cet événement et redresser votre image? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous auriez dit si nous n'étions pas venus à l'accueil? Vous nous auriez certainement accablés. Vous voyez le genre de position que l'on peut avoir selon qu'on est d'un côté de la barrière ou de l'autre. Deuxième exemple, et peut-être celui-là que j'ai vécu un peu plus près, qui était très intéressant, c'est la CAN 2000. Plutôt la CAN, le mondial asiatique 2002, c'est bien ça. Mondial 2002. J'ai un ami français de près de 40 ans qui m'a appelé le jour de ce match Sénégal-France et qui m'a dit on se met devant nos postes et on commente. C'est pas le téléphone. Lui, il me disait j'ai peur que la France soit battue. J'ai dit je ne crois pas du point de vue statistique. C'est pas ce qu'on peut attendre, mais nous avons de bons marabouts. Faites attention. Alors, résultat, vous savez ce qui est arrivé donc? Le Sénégal a gagné. Mais je rappelle cet exemple pour commenter deux phénomènes qui se trouvent dans les livres d'Alpha, justement. J'ai cette image, deux images très fortes. La première, c'est un joueur, je crois qu'il doit s'appeler Trezeguet, non? Trezeguet, voilà. Je le vois découragé, affalé sur la pelouse parce qu'il a tenté 2 buts. Et la balle tombe sur la balle transversale. La balle transversale. J'ai bien regardé ce match-là. Et il était totalement découragé. Deuxième image très forte, entre nous, je pense que personne ne m'a lynché ici. Le but marqué par Papouba, c'est un cafouillage devant les buts. Et il marque le but. Ces deux exemples montrent bien que la chance et la contingence ont une place très importante. Nous avons tendance à vouloir appliquer au football comme à la politique d'ailleurs les lois scientifiques, les modèles scientifiques qui sont des modèles de prévision, d'étude des régularités, de la prévision et donc de l'action. C'est valable peut-être dans les matières et dans le formalisme, mais quand vous les appliquez à la matière vivante ou à des situations, à des fonctionnements des sociétés, ça ne marche pas. L'ordre dans le fond, dans la vie, l'ordre est une rareté. C'est le désordre qui est plus fréquent. C'est l'imprévisible qui est plus probable. Alors nous nous trompons parce que nous attendons des résultats comme ces résultats mathématiques et scientifiques. C'est un peu cela que j'ai trouvé donc d'intéressant dans les livres de Alpha. Et ce par quoi je voudrais conclure, c'est une expression d'un grand politicologue, il s'appelait Jean Ellul. Jean Ellul dit « tout est politique ». C'est un peu ce que Alpha dit. Il dit derrière les apparences, et tous les régimes sont valables là-dedans, calculateurs, des intérêts, etc. Ils sont tous pareils. Incapables de s'élever au niveau de l'intérêt général. C'est un peu en filigrane ce que Alpha dit. Alors Jean, il dit tout est politique, donc, et de ce point de vue, même la conduite automobile est politique. Qui peut avoir un véhicule sur lequel on peut rouler, etc. Le code de la route. On peut prendre tout et montrer que c'est politique. Mais il nous dit, il y a l'illusion politique, et ça se trouve dans les conclusions d'Alpha également. L'illusion politique qu'il faut combattre, c'est qu'il faut absolument montrer que la politique a un rôle important. Elle est confiée à l'État pour répondre aux attentes générales, mais la politique n'est pas tout. Il faut démystifier la politique. Il faut démystifier l'aspect idéologique trop dominant de la politique et montrer que ce n'est qu'un aspect parmi d'autres de la vie sociale. Mais nous autres, en politique, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons tendance évidemment
avoir de la politique partout. Et ce point de vue des gens élus est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien que quelle place doit revenir aux citoyens, quelle place revenir à la critique, quelle place doit revenir précisément à la prise en compte de plusieurs autres facteurs. Voilà un peu, Alpha, à qui j'en voulais un peu de m'avoir mis dans ce panel alors que je ne comprends rien au football. Mais quand j'ai lu son livre, quelques images me sont revenues donc à l'esprit. C'est un peu ça que j'ai voulu commenter pour participer, comme disait Coubertin. Participer, c'est le plus important. Il a été ministre aussi de la culture. Donc ils vont partager l'expérience. Le micro, vous donnez à Macky de savoir. Je trouve que c'est une qualité essentielle chez un intellectuel africain qui appartient à un pays comme le Sénégal, un pays pauvre. Il faut que nous ayons les pieds sur terre, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux dire, sans avoir lu le livre, c'est qu'une de mes tâches pendant la semaine, ce sera la lecture de ce livre-là, pour savoir exactement comment il a pu jongler encore sur un terrain de football. Voilà, je vous remercie. Alors, le président Bambousé, parce que lui, il sait qu'il a joué dans l'État. Il était un beau joueur de football. Mais je voudrais juste avant, c'est-à-dire que c'est bon que le même exercice soit fait concernant la musique. Je le dis parce que tout à l'heure, j'ai vu le doyen. En 88, on était ensemble au Congo, avec Nabali Indien d'ailleurs. C'était la seule fois de notre vie où on a eu une frayeur, parce que l'avion a failli tomber. Et il y avait une forte délégation. Alors, les Congolais, eux, c'était la musique, par contre, et la politique. Le chef d'État nous invitait, c'était les intellectuels contre l'apartheid. Mais c'était la musique, comment on fait pour que les musiciens soient au service aussi de la politique. Donc le même débat sur le sport, c'est les bons jours au Sénégal qui approfondit sur les rapports entre les musiciens et la politique. Là, c'est encore beaucoup plus flagrant parce que comme il s'exprime aussi, et je pense que Bambousé pourra faire la jonction entre le sport et les deux dynamiques culturelles et la politique. Mam, tu as la parole. Merci. Très bien. J'avoue que c'est Mahili qui me donne l'audace d'intervenir, comme il a eu à le faire en réponse à Sarkozy, quand il en a pris l'initiative et qu'il nous a regroupés autour de lui. Et parce que je n'ai pas encore lu le livre non plus. Sauf que celui qui l'a écrit, j'entretiens avec lui des rapports très particuliers, très spéciaux. Parce que nous avons grandi dans le même quartier, de banlieue, à Pikine, Saint-Louis, avec tous nos jeux, toutes nos activités, qui ne pouvaient se faire d'ailleurs qu'à la pleine lune, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. C'est donc, d'une certaine manière, que ce garçon, dans ce qu'il fait, et parce que je l'ai eu aussi comme étudiant, il me semble toujours qu'il refait ma trajectoire, personnellement. Ce qui fait donc des rapports très particuliers entre nous deux. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que les phénomènes qu'il décrit là, tu as raison de dire que j'ai fait du sport à Saint-Louis même, dans notre quartier, dans notre équipe de quartier, qui s'appelait Flèche d'Or, qui a fusionné après avec le Real, et c'est au Real que nous avons fait les Navetan, et nous avons eu la chance d'avoir par la suite d'ailleurs un très grand footballeur qui s'appelait Bamba Sano. À l'époque, Alpha tenait les oranges. Tu vois un peu, ça fait long, ça fait longtemps. Alors, la même vision qu'il a pour le sport
et le rapport du sport à la politique, à la culture, tout cela a été mélangé dans nos têtes. Parce que nous vivions tout cela ensemble comme un univers, une sorte de Weltanschauung qui structurait notre vision de jeunes gens de banlieue. Et jusqu'à ce que moi je quitte le quartier avant lui, et pour ne plus y revenir, parce que je suis allé à Ponty, puis en France, voilà. Et lui, il est resté dans ce quartier, il y est resté donc plus longtemps que moi, au point d'en devenir un notable. C'est important, donc ce qu'il a vécu plus longtemps, en ayant vécu après moi. Et c'est cela qui fait donc que, en un sens, il réécrit ma propre biographie, et quelquefois sur des questions qui sont intervenues, qui sont advenues après mon départ. Mais je ne m'étonne pas qu'il ait abordé un phénomène comme celui-ci, qu'il l'ait intitulé d'ailleurs de cette façon-là, assez bizarre, lecture symptomatique, lecture d'un fait, c'est la lecture, c'est l'analyse d'un fait. Il dit, ça semble s'attacher au caractère factuel. Purement factuel, non. Puisqu'il a fait une lecture que Althusser appellerait symptomale. C'est le symptôme d'un ensemble de choses qui vont s'organiser et qui vont le mener dans tous les sens. C'est bien ce qui fait que Bouba a été forcément long de s'intéresser à ceci, puis à cela, et par la suite de trouver par la force de son propre tempérament intellectuel la capacité d'intégrer tout ça dans un même discours. C'est pas évident, parce que chacun de ces thèmes-là peut valoir un livre, peut faire l'objet d'un livre. Mais du point de vue où il s'est situé, ça lui permettait, en évoquant les uns après les autres, les éléments qui composaient la vision d'ensemble qu'il avait de cette chose extraordinaire qui a fait que les gens ont déferlé dans la rue, les mamies vendeuses de tiaf, ainsi de suite, les jeunes gens, tout le monde a été à un moment donné concerné un jour dans ce pays par quelque chose, exactement comme ça s'est passé pour les soldats du Rhin qui ont composé la Marseillaise. C'était une sorte de Marseillaise. Personne ne pouvait vous dire de façon absolument rationnelle, posée, comme ça, ce qui se passait, ce torrent qui emportait tout dans le pays et à tous les niveaux maintenant. Ce qui fait évidemment que ce phénomène foule, c'est ce genre de phénomène foule qui corrèle le sport à la politique. Comme on le voit, on en voit l'exemple dans Ellul a raison, il a été mon professeur à Sciences Po Bordeaux. Ce que Jacques Ellul dit, là, c'est ce que Serge Diakhoutine affirme dans le viol des foules. Le viol des foules par la propagande politique. Il montre que ceux qui ont articulé le plus nettement le sport et la politique, ça a été des États très forts. Mais rappelez-vous Hitler, lors des Jeux de Berlin de 1936, lorsque Jesse Owens a gagné et qu'il a boudé, la tribune est partie. C'est dans les pays socialistes également. C'est ensuite l'expérience démocratique a récupéré ce qu'elle a créé dès le début en Grèce. Tu as raison, Bouba, dans l'Iliade. Mais c'est la guerre et c'est également les jeux. Le jeu n'est qu'un substitut de la guerre. Et à l'intérieur de la guerre, un espace aménagé quelquefois dans le stade pour pouvoir courir Achille au pas léger, rapide à la course. C'est comme ça qu'on met le nom. Donc c'est un athlète avant d'être un guerrier. Et c'est cela donc, c'est cette combinaison des deux qui fait que le jeu désarme les hommes et leur donne d'autres armes pour courir, pour sauter mieux, plus fort, plus loin, plus ainsi de suite. Être plus que les autres pour pouvoir leur commander. Et c'est la palette de normes. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est absolument fondamental. C'est pareil chez le roi Moussi. Également, il doit montrer sa virilité
même feinte, il doit montrer sa virilité pour avoir droit au maximum des biens, au maximum des femmes et avoir commandement sur les hommes et sur les choses. Sinon, le rapport politique est impensable. Au nom de quoi un agent A peut-il avoir du pouvoir sur un agent B et lui faire éventuellement ce que B ne veut pas? Il faut absolument qu'il y ait quelque chose que B lui reconnaît qu'il ne possède pas. Et c'est cela, la définition minimale et phénoménologique du politique. Et c'est cela qu'il a essayé de montrer. C'est ça qu'il a essayé de montrer. Et donc, que le politique soit toujours tenté de chevaucher un phénomène comme celui-là, de le mouvoir, de l'orienter, ou de le commander, ou de le commanditer, je dis c'est normal. C'est normal parce que ça participe de sa propre définition. C'est ce qu'on a tenté de montrer, ça participe de sa définition. En tant que politique, c'est ce qui fait son statut. C'est ce qui fait son statut. Le statut de quelqu'un qui s'assoit sur le fauteuil le plus élevé dans un espace, simplement la répartition de l'espace obéit à ça. Celui qui est sur le siège le plus élevé, mais il puisse avoir les moyens de grimper dessus. Donc, Alpha, moi je suis, de toute manière je vais dire ce livre-là, on aura certainement une discussion singulière là-dessus, parce que ce qui apparaît, après tout ce sur quoi il revient et qui nous fait problème, qui est le plus intéressant pour moi, c'est par quoi j'ai commencé sans doute ma trajectoire philosophique, c'est bien par le fait humain lui-même du sport qui est dépassement de soi. C'est le fait de... Je me rappelle aux Jeux Olympiques, je crois, de Mexico. C'était le marathon. Il y a une femme qui a eu les jambes brisées, pratiquement, et qui a tenu à ramper jusqu'à la ligne d'arrivée. Et par où j'ai commencé, c'est par Camus, qui disait « Je ne me sens innocent que dans un stade ». Voilà, je s'arrête là. Madame Saliou, Alpha a voulu savoir, est-ce que dans les archives des sportives, est-ce que c'est un phénomène nouveau, cela, ou bien est-ce qu'il y a un fonds spécial pour tous ceux qui sont intéressés par cette problématique du sport dans leur pays? À vrai dire, j'avais décidé de ne plus jamais prendre la parole en public. Ah bon? Oui, à cause de la vieillesse. Non, de qui? Non. Vous êtes en famille. Pas de quoi, mais de qui? Non. Vous êtes en famille. Non. Donc, qui t'a dit de ne plus prendre la parole? Moi-même. Je me dis simplement que quand Alpha nous est tellement proche, que je vois mal comment je pourrais ne pas être présent à cette présentation de ce livre. Parce que tout simplement, je crois qu'il une synthèse vraiment de tout ce qu'il y a, à mon avis, de meilleur dans ce pays, c'est-à-dire un enracinement profond. Disons, puisqu'Alpha est vraiment sénégalais jusqu'à la moelle. Mais en même temps, c'est un intellectuel extrêmement ouvert et qui surtout sait rassembler. C'est l'occasion peut-être pour moi de dire que vraiment la meilleure rencontre que j'ai faite ces dernières années, c'est la CACSEN. J'ai eu l'impression vraiment d'être en famille, avec des gens avec lesquels on pouvait converser, dialoguer, même à 3h ou à 4h du matin, puisque le mail est là. Et que vraiment j'en use et j'en abuse au point d'ailleurs peut-être de mettre à mal ma santé. Voilà, peut-être, cher ami, j'avais dit que je n'interviendrai plus en public. C'est une astuce. Donc, le sport, oui. Le sport, quand bien même, il n'y a pas beaucoup de... La bibliographie relative au sport est assez faible. Si on met de côté la thèse de Madame Plantu sur le sport avec
des hommes comme Lamine Diack, comme je crois qui était aussi champion du Sénégal en athlétisme, je crois, à la course. Eh bien, il y a peu de textes, peu de livres consacrés au sport. Et ça, c'est dommage, puisqu'il y a les sources. Elles sont là, les sources. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours une orientation, si vous voulez, qui attire beaucoup de chercheurs. Parce que, bon, les chercheurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent est partout. Bien sûr, l'argent est présent dans le sport, mais en général, on ne finance pas assez, si vous voulez, ces activités intellectuelles consacrées au sport. Or, il y a les sources, puisque l'administration coloniale, puisque c'est celle-là avec laquelle je suis le plus en contact avec ces archives qui datent depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, eh bien, l'administration coloniale a beaucoup investi dans le sport. Parce que tout simplement, c'est une manière de s'attirer, disons, les faveurs du public et, disons, d'organiser cette jeunesse vers ce qu'elle veut. C'est-à-dire une jeunesse que l'on met dans des équipes, que l'on organise, ces équipes-là auxquelles on donne, disons, une éducation allant dans le sens de l'assimilation, puisque je crois que c'était ça, c'est ça l'esprit. Et ce sport-là, bien sûr, on le trouve bien sûr lié avec l'éducation. Si vous allez chercher dans les archives, vous allez pour le sport, il faut aller vers les archives disons, de l'éducation et de la formation. C'est là que vous les verrez, puisque ce sont les institutions qui secrètent les archives. On n'a pas beaucoup d'archives privées, quand bien même il y a des équipes, etc., qui sont là depuis longtemps. Et celles auxquelles on accède le plus, c'est vraiment celles qui sont sorties, qui sont gérées par l'administration, par, disons, les institutions publiques. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est le ministère des Sports qui gère, disons, le sport, quand bien même il y a toutes ces équipes, toutes ces navétanes qui sont, disons, qui peuvent le faire. Alors, pour revenir simplement à un petit exemple, je relisais Motambo, directeur de l'éducation de base, qui en 1954 est allé donc faire des missions, disons, d'éducation de base à Darou-Mousty, et qui note qu'en 1954, le football n'était pas présent à Darou-Mousty. C'est lui qui a vraiment amené le ballon, c'est lui qui a amené les jeunes à s'intéresser au football. Rares étaient ceux qui avaient été à Dakar une fois peut-être et qui avaient vu le football là-bas. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit quel est le phénomène de masse que constitue ce sport, on voit vraiment, disons, l'évolution, disons, du sport dans ce pays. Et tout ceci, je crois, montre tout simplement que, je crois encore une fois que, comme Alpha l'a montré, la politique gère, disons, sans les mêler, et je crois que c'est une bonne chose. Et en même temps aussi, on y a ajouté aujourd'hui les activités culturelles, parce qu'il y a tous ces ASC et autres. Je crois effectivement qu'il y a vraiment matière à réfléchir sur ces questions-là. Et Alpha l'a fait, et surtout donnera peut-être l'appétit à d'autres de le faire. Parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut quand même que la recherche avance. Si les gens s'intéressent à un sujet, en déflorent quelques aspects, eh bien cela donne envie à d'autres vraiment d'aller plus loin et de pouvoir, disons, s'investir dans ce domaine. J'avais décidé de ne pas parler, vous m'avez fait parler. Merci. En tout cas, je vous remercie. Merci. Avant de donner la parole à Alpha pour qu'il explique davantage, je voulais juste signaler trois phénomènes importants qui montrent la liaison entre le sport et la politique. Mais nous, au Sénégal, la victoire de Mbarick Fall, Battling Siki, contre le champion du monde à l'époque, Carpentier, a eu une répercussion politique terrible. C'était en pleine période coloniale, et Blaise Diagne et tous, même après, s'est
frappant, toute cette génération qui a suivi les Nelson Mandela, Cheikh Anta, tous ils sont intéressés à la boxe. Il y a des photos de ces personnages comme boxeurs. Je crois que c'est lié à cette victoire d'un Sénégalais, d'un petit qui était inconnu à Saint-Louis, qui est parti à l'eau et qui a battu le champion à l'époque. Le pauvre, il a... Donc, deuxième élément, très important, donc cette victoire, c'est le football aussi, le FNL algérien. Ah oui, à un moment, ils ont eu une équipe du FNL et qui faisait le tour du monde. Les Français avaient beaucoup de problèmes. Donc, je crois que, sans oublier les Black Panthers et d'autres, il est très difficile de faire la part. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose là sur le paradoxe qu'il y a à célébrer un vaincu. Oui. Gloire vaincu. Mais ça, fondamentalement, c'est un élément de notre culture. Quand on l'examine, l'hymne de l'Abjor, oui. C'est le chant d'un vaincu qui avait les armes à la main. Oui. Et donc, il y a, parmi les épopées, certaines des plus belles sont les chansons de Monsebo. C'est exactement ça qu'ils ont mis. Ouais. C'est ça. Je rebondis sur la musique. Nanou Mendiana. Wow. C'est ça. C'est vraiment. Oui, prof. C'est fait aussi que le juge Ousmane Kamara a dit un jour, si vous voulez comprendre le comportement des Sénégalais en matière de toute compétition, il faut voir ce qui se passe à la lutte. Les gens n'acceptent jamais. Toujours, c'est le marabout ou c'est le l'arbitre. Mais il faut dire aussi, vous avez oublié de le signaler dans la première temps, je ne peux pas comprendre que dans un sport comme le football, où on exalte des grandes qualités de loyauté, etc., qu'on admette que les buts marqués par quelqu'un dans son propre camp, on les admette comme des buts. Moi, ça me heurte profondément. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais on ne comprend pas pourquoi le football international n'a pas éliminé. Madiaye voulait dire quelque chose avant que. Madiaye, vas-y. Oui, Madiaye, vas-y. Il s'agit, j'ai constaté comment on appelle, le prétexte du titre du livre. C'est passé inaperçu. Presque personne n'est écrit sur des événements de ce genre. Mais Alpha a eu quand même la présence d'esprit et c'est le seul peut-être qui a cet événement qui a, disons, réuni beaucoup de gens, des fous, etc. Un événement très important. Et le football est considéré comme sport jouable. La grande contradiction, c'est que les Sénégalais, comme ils aiment le football, mais on n'a pas de stade qui correspond, disons, à cet engouement et ce besoin de sport et de football aujourd'hui dans ce pays. Donc il y a une contradiction que je n'arrive pas à comprendre. Tous les Sénégalais, et même les chefs d'État, ils en profitent parfois, disons, pour faire la politique. Mais sur le plan des infrastructures, par exemple, c'est une honte que le Sénégal ne peut pas organiser aujourd'hui la Coupe d'Afrique parce qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'infrastructure, ni les hôtels. Ça, moi, c'est cette contradiction que je n'arrive pas à comprendre. Et quand les gens gagnent, ou bien il y a, disons, des victoires, les gens s'en glorifient, ils sont contents, etc. On fait tout. Moi, c'est ce point-là que je voulais soulever. Je n'arrive pas à le comprendre. Je vous remercie. La parole à Alpha, dire que le sport aussi et le football, c'est aussi des facteurs d'union ou même d'accélération. Je vais faire une révélation très intéressante. C'était quand l'abbé Diabakoun a été libéré, il a été en prison. Mais souvent, ce que les Sénégalais oublient, c'est qu'avant que le conflit Casamance commence, avant les années 80, déjà, avant
l'abbé Diabakoun avait un journal, enfin avec d'autres, qui s'appelait Kelouma. Il parlait des problèmes de culture. Au Sénégal, on ne semble pas considérer d'autres aspects culturels, etc. Donc ça a commencé par un journal. Nous, à l'époque, on était étudiants, et à Paris, on voyait le journal dans les foyers, et ça posait des problèmes de culture. C'est même l'abbé Diabakoun, tout le monde sait qu'il a été très actif dans les radios, tout ça, pour expliquer. Mais, quand il a été libéré, un moment on discutait de sa sénégalité ou de sa casamancité. Il nous a dit un moment dans une délégation, à l'époque j'étais président du Congrès, il dit, mais Sénégal, si on parle, moi j'ai été le premier à créer une équipe féminine de football au Sénégal. Il dit au Sénégal. Et j'ai dit à des collègues qui étaient autour de moi, j'ai dit, mais qui gagne? Il ne parle pas d'indépendance, il dit que lui, il est le premier à créer l'équipe féminine au Sénégal. Ça signifie qu'il est frustré, il a le problème, mais moi, au rôle du Sénégalais. Et donc, c'est l'abbé Diabakoun, je ne sais pas, maintenant les sportifs, il faut vérifier. Il dit que c'est lui qui a créé au Sénégal la première équipe de football, équipe féminine. Diabakoun kooku moom moo ko. Donc, je crois que ça aussi, ça montre que le sport. Et je suis sûr que dans son équipe, il n'a pas regardé si tel était Peul, ou bien tel était Diola, ou bien des trucs comme ça. Il avait créé sa première équipe féminine de football. Donc, Alpha Théala. Hein? Ah bon, Annie était avant-centre, paraît-il. Voilà, bonsoir à tous les amis. J'ai des ministres, mais qui n'aiment pas tellement le protocole, donc on est entre intellectuels, entre amis. Je vous remercie tous. Mon intervention sera peut-être longue ou courte, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle pourrait se résumer en un seul mot. Je vous remercie. Et quand je dis je vous remercie, je pense aux amis très discrets qui m'aident, qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Des amis d'enfance. Tout à l'heure, le professeur Bougo, très généreux, a dit que j'ai une bonne mémoire. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est qu'il y a le net. Et quand j'ai en mémoire un élément, je vérifie dans le net. Et là, j'ai un encadreur attitré, Laurent Gomis, que tout le monde connaît comme un des plus grands experts en la matière. Je suis encadré. Donc, il y a une bourde, j'ai quelques éléments, mais pour contrôler, c'est comme le but que j'ai décrit entre le but du Sénégal contre le Danemark. Je revois un peu la vidéo, j'ai les éléments et je recommence. Ce n'est pas ma mémoire en tant que telle. Je remercie mes amis de la CACSEN. Je crois qu'on est une famille, on le dit souvent. Je remercie ma famille, mes enfants, ma très chère épouse, mon petit-fils qui est là, qui me regarde. Ils n'ont pas besoin que je donne des noms, ce n'est pas la peine. Mais je crois que le plus grand remerciement pour aujourd'hui, c'est à l'endroit de deux personnes. Le professeur Abdoulaye Elimane Kane et mon frère Mamoussé Diagne. Pourquoi? J'ai traité pas mal de questions. Et on me dit, Alpha, il parle de tout. C'est vrai. Et je n'en parle pas si mal. Parce que si j'en avais parlé si mal, on n'aurait pas pu éditer. Donc si moi je parle de tout et ne pas en parler si mal, c'est parce que dans ma formation, j'ai rencontré Ablaye Bara Diop, Alassane Ndao, mais surtout Abdoulaye Elimane Kane et Mamoussé, dont la tendance marxisante me mettait à l'aise dans le discours sur le réel et qui m'ont appris à manipuler la philosophie comme théorie de la connaissance. C'est-à-dire, quoi que la philosophie ait renoncé à l'hégémonie qu'elle exerçait à l'époque, elle a quand même un droit de regard sur les autres disciplines. Donc, dans cette posture, ayant été à leur école, j'apprends à manipuler et à voir la dialectique comme articulant les différents segments de la réalité. Si je le fais bien, c'est à eux qu'il faut dire bravo. Si je le fais mal, j'aurais été un mauvais élève. Je m'en excuse, cher maître.
Alpha, c'est Le second apprentissage. C'est mon parti qui endoctrine surtout les étudiants. Mais mon doyen, j'ai pas eu la chance d'avoir. J'ai pas eu second parti comme prof. Moi j'ai eu comme prof Mamoussé Diagne Abdoulaye Elimanka. Deuxième enseignement qui me semble majeur, c'est que dans leur enseignement, notamment dans leur polémique très instructive contre un certain Untouni qui est par ailleurs leur ami, l'un et l'autre, on est très jeunes mais attentifs à vos discours, ils nous mettaient en garde contre ceci. Ils disaient éviter que la philosophie soit un commentaire bavard sur la science, mais aussi sur la politique. J'avais pris bonne note. Effectivement, la réalité est complexe, mais il faut savoir raison garder. La passion qui est là pour que le cerveau puisse gérer ça. Troisième enseignement que je leur dois, ce n'est pas des professeurs d'amphithéâtre tout simplement, mais de tous les jours. De tous les jours. On les rencontre même dans les journaux, où j'allais chez Bamoussé Diagne, donc moi j'avais la chance d'être toujours avec mes professeurs. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est moi une manière de vous rendre hommage, mes chers maîtres. À vous dire que je n'ai pas seulement parlé, je ne vous ai pas seulement écouté, mais je vous ai entendu. Et à ma manière, je prolonge cet enseignement là où vos pieds d'aujourd'hui vous empêchent de le faire. Et tout à l'heure, professeur Abdoulaye Elimankan, je vous ai traduit mon ambivalence. Autant je suis honoré que vous soyez avec moi ici, autant j'aimerais que je vienne chez vous dédicacer le livre, je n'aimerais pas vous déranger. Et en réalité, dans ma répartition des tâches, j'avais pensé à Abdoulaye Elimankan pour modérer ce débat, et j'avais en réserve un certain Mamoussé Diagne. Parce qu'en réalité, pour l'histoire du livre, moi ce livre, je ne l'avais pas pris au sérieux. J'avais pensé à écrire ce livre, je parle sur le compte de mon épouse, qui est ma première relectrice, mais hommages madame. Alors, je faisais ce livre-là, mais comme tout travail, moi je l'ai arrêté, et il fallait que les relecteurs qui sont là fassent le travail, que la préfacière, Mme Soudiouf, fasse son texte, et en temps, il s'est passé le 21 juillet. J'ai dit, bon, un peu de défilement philosophique, ne me ferait pas du mal. C'est un petit bébé que je ne prends pas au sérieux, mais quand Abdoulaye Elimankan a dit qu'il va participer au débat, Bouba Diop, je dis, mais c'est pas si mal que ça. Donc, je crois que c'est vous que je dois remercier. Remercier Bouba Diop. Parce que Bouba Diop, quand je le regarde, par delà Bouba Diop, je vois Amadou Ali Dieng. Parce qu'il a raconté un peu comment on s'est rencontrés, la médiation de Amadou Ali Dieng. Donc, ce sont des circonstances qui me semblent importantes. Évidemment, tout à mon honneur d'avoir l'amitié du monsieur le ministre Makili Gassama. Souvent, dès qu'on parle du livre, on dit « Oh, moi je ne connais pas Sadio Mané ». Or, dans le livre, je crois qu'il n'y a pas 4 fois Sadio Mané. Ou, comme dit mon professeur, je ne me connais pas en football. Mais en réalité, c'est un prétexte. Pour en revenir à la politique, c'est eux qui m'ont formé. Donc j'ai remonté comme ils m'ont enseigné. Je suis parti de ce rien-là, de ce... C'est ça que disait Mamoussé Diagne. Mamoussé Diagne, vous disiez à Untundi, dans un article, vous disiez que oui, on s'est interrogé, non, on s'est interrogé sur le statut de la banalité. Non, des guillemets. Non, c'est le contraire. Le statut de la banalité, vous pensez à Freud, il est bien qu'on s'interroge sur le statut des guillemets. Donc pour moi, comme on l'a enseigné mes maîtres, il faut par la ruse de la raison, en revenant encore à la politique, on comprendrait pourquoi moi, dans un texte de ce genre, j'ai pu taquiner Sonko et Macky Sall la mouvance. Parce que c'est cela que je débouche en fait. Donc le paradigme républicain me semble un paradigme important parce que justement, ce qu'on m'a enseigné, c'est quoi? L'amour d'un peuple. Mais l'amour d'un peuple ne suffit pas. Il faut, par la tête, comprendre le monde. Toute la pensée de Marx, c'est un peu cela. C'est-à-dire, le réel, on ne peut pas le changer si on ne comprend pas les lois qui gouvernent ces mutations fondamentalement. De la même manière, je dis que c'est des questions qui semblent anodines. Exemple, Sadio Mané. Ce n'est pas un problème j'aime ou je n'aime pas, mais c'est un problème social, problème sociologique. L'exemple que je donne la fois passée à Saint-Louis, il l'a dit tout à l'heure, nous quand on parle de Sadio Mané, de la victoire des Lions, on est dans quoi? Dans le passionnel, dans le patriotisme. Mais Liverpool est dans quoi? Dans les milliards. C'est pourquoi ils nous voyaient
comme de bons nègres qui s'attendaient à prendre Sadio Mané pour le fêter. Mais c'est quoi ça la fête? Nous, ce qu'on veut, c'est préserver les jambes et les pieds de Sadio Mané pour gagner encore des coupes. Et ça, on doit rappeler en 2002, je crois, quand on était qualifié à la Coupe du Monde. Vous vous rappelez, Abdoulaye Wade avait demandé à toute l'équipe nationale de passer par Dakar. Alors, ça avait dit, mais nous, on doit aller travailler. Donc, ça veut dire que le critère qui est le nôtre n'est pas celui des maniants financiers qui, eux, pensent en termes d'argent. Donc, il est bon, quand on est intellectuel, qu'on essaie de comprendre le monde. Et je dois qu'il y a deux mamelles qui doivent être pour nous des lieux de ressourcement. Le savoir. On ne peut rien faire sans le savoir. Et deuxièmement, l'éthique. On n'est rien sans éthique qui nous permet de penser nos rapports avec les autres, justement, comme disait Mamoussé, de faire en sorte que, c'est ça que dit mon disque, chose difficile. Mettre en avant l'intérêt général contre l'intérêt égoïste. Ça ou ça s'apprend. Donc, puisque tout doit être pour le prétexte de réflexion, ce qui s'est passé n'était pas anodin. Et par-delà les exemples qui ont été donnés, moi, ce qui m'a intéressé, entre autres, c'est le message très fort. Ces Sénégalais, quand ils sont sortis, il n'y avait pas de bailleurs. Il y avait quelqu'un qui les... C'est d'eux-mêmes qui sont sortis. Et de deux, ils ont dit, décourager n'est pas sénégalais. Ils ne sont pas fous. Et j'ai montré dans mon livre, Bouba l'a rappelé, que ces Sénégalais, ils ont adhéré progressivement au Lion. Mais ils n'ont pas dit, ils ont gagné, extra. Mais aussi en général, c'est que nous prêtons aux supporters nos propres fantasmes. Parce que quand Alfossi, du haut de ses 103 ans, j'en ai 103, mon professeur, quand il dit oui, ça ne nous intéresse pas, parce que j'ai vécu 2002, il y a le gosse qui a 15 ans, qui n'a pas connu une qualification en finale. Donc le sentiment qui anime ce garçon de 15 ans n'est pas le mien. On doit comprendre cela. Donc sur le plan de l'âge, la lecture qu'on a de cette victoire-là, elle n'est pas la même. Donc au lieu d'être dans nos passions, ou de prêter aux autres nos fantasmes, il y a un effort à faire. Évidemment, je concède qu'un événement, il faut de la distance pour bien l'analyser. Mais je dis souvent, il y a 3 temps. Le temps des journalistes, le temps de l'historien, et puis entre les deux, il y a le temps du philosophe, qui essaie, en s'arrachant à l'empirisme, de fixer les premiers éléments, quitte à donner rendez-vous à l'histoire pour revenir sur ces analyses-là. Et moi, je me suis efforcé de risquer cela. Et comme dit Mamles Camara, bon, souvent ce jeu, peut-être un jour il me perdra, mais je m'y plais. En 2009, en voyant la victoire lors des locales, j'avais osé dégager les films avant-coureurs de la défaite de Wade. Je rappelle, dès 2009. Je suis revenu sur le 23 juin. Donc ces grands événements m'ont intéressé parce que justement, ils m'ont fait aimer et comprendre Hegel et Marx, qui sont de grands déchiffreurs des faits historiques. Donc mon mérite, vous l'avez surévalué. J'ai été un élève, j'ai eu la chance de ces rencontres-là. Des hommes patriotes, aimant ce qu'ils font, et ils ont fait de leur mieux pour nous transmettre ce savoir. Mes professeurs, j'ai essayé de mon mieux de mériter votre confiance, les efforts que vous avez fournis pour nous formater, pour nous former. Je veux rester mes leçons. Les ai-je restés, je saurais vous dire, mes enfants, soyez indulgents en me notant sur la base de ma volonté de bien faire. Je vous remercie. Voilà, chers amis, comme Mamoussé l'a dit, il y a beaucoup de choses à dire dans ce livre, il faudra lire. Et même ne soyez pas gênés, vous-même, je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont des détails qui peuvent être. Je donne 2 exemples. Quels sont les quartiers à Dakar qui ont été les plus mobilisés? Moi, j'ai eu la curiosité de voir quand l'équipe arrivait, et là où il y avait le plus de couleurs, si vous faites une enquête sociologique, vous allez voir que ce sont des joueurs qui ont joué au Nawetan dans tel quartier et qui sont devenus des internationaux.
Ça, c'est un événement très important. J'ai eu la chance de voir Grand Yoff, j'ai eu la chance de voir, je ne parle pas de Sadio Mané, mais à même Dakar, il serait bon de faire une cartographie des quartiers qui ont été les plus mobilisés. Alpha également donne dans le livre un détail très important. Parmi les hommes politiques, qui a été le plus visible dans cette effervescence, il a donné le nom de Serigne Mansour, si, Djamil. Mais il doit être au courant. Serigne Mansour, c'est vrai, il a été avec nous dans l'ASF, dans le mouvement syndical, politique, et il a été un grand sportif, handballeur, au lycée. Donc, je crois qu'il donne des éléments que vous pouvez approfondir, vous pouvez voir pourquoi il y a telle chose. Tout ça, c'est dans le livre. Donc, vraiment, il est très modeste, mais il a donné beaucoup de détails qui sont très importants pour les journalistes, M. Diallo, qui sont très intéressants à analyser et à approfondir. Et je suis sûr que vous-même, vous pouvez porter la République à Alpha sur ça. Donc, ceux qui n'ont pas lu le livre, lisez le livre et puis discutez avec lui. Et à la prochaine, Mamouzé, un dernier mot. C'est un mot là. Oui. La salle dans laquelle on discute, dans la salle où on présente ce livre, oui, porte le nom d'un homme, oui, à qui j'ai cru rendre hommage après sa disparition par un texte dont le titre est Monsieur, un livre par semaine. Je lis toujours la présentation des ouvrages par cette formule-là. Absolument. Un livre qui mérite d'être lu et discuté. Absolument, absolument. Et nous signalons que chaque année, on le fait au mois de mai. Nous rendons hommage à Amedy. Et cette année, on vous donnera les détails avec les amis de la Quatre-Seines, la famille d'Amedy est là. Oui, oui. Oui, s'il y a dans le public quelqu'un qui voudrait. On peut prendre deux personnes. Oui. D'abord, Gomis. Laurent, ensuite Yéniar, je pense que vous deux vous avez. Vous pouvez venir, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Laurent, nous on levé le bit. Je crois qu'il y a un autre qui a levé le. On va être très souple. Qui a aussi levé le. Oui. Mets le micro là-bas. Voilà, vas-y, comme ça vous. Ok, merci. Signalons qu'après il y a un cocktail. Les Maderaïda et autres. Et Marc Diaye, Moussa Diaye. Bon, en principe, je ne devais même pas intervenir parce que vu la qualité des personnages que nous avons devant nous. Et Alpha-Si, c'est hier qu'on m'a dit que je devais passer pour venir participer à cet événement. C'est d'abord un frère, un parent que j'ai connu parce que moi j'étais au lycée Charles de Gaulle et quand je faisais la terminale, il était là-bas avec Mbodj comme professeur de philosophie et ils avaient fait une conférence au Centre culturel africain à Sor. C'était mon premier contact avec l'homme. Mais depuis, et avec mon frère, pour qui je suis là, c'est à cause de lui que je suis là, on a même dit qu'il fallait qu'Alpha vienne chez nous, dans le Podor, dans le Dimar, pour essayer de familiariser nos candidats qui n'ont jamais eu la chance de discuter avec un professeur de renom pour les préparer au bac et surtout à l'épreuve de philosophie. Et donc c'est toujours une admiration. Madame peut-être me reconnaît, on était là-bas au mois de juin avec Mohamed Oumar, etc. Mais vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé le professeur Sangaré, il est décédé, que Dieu ait pitié de son âme. Il a dit que l'école sénégalaise, qui était une école d'excellence et continue de l'être, a commencé à un certain temps, j'étais au lycée Seydou Nouroutal, à prendre à la place du football la lutte traditionnelle. Et les gens, même pendant les semaines culturelles, ils organisaient des séances de lutte dans les cours des lycées. Et c'était un drame pour lui. Mais effectivement, avec un peu de distance, on se rend compte que c'était un drame. Parce que l'école faisait certes du sport, mais ce sport
tel qu'on le vivait au Sénégal avec la lutte avec frappe, etc. et tout, ça sortait un peu du cadre des apprentissages, etc. et tout. Et voilà que après 1986, moi j'étais étudiant. Effectivement, quand j'étais à l'université, on nous a fait savoir qu'on s'est qualifié. Et on est parti se coucher pour dire que le lendemain, ils vont faire des communiqués pour dire que le Sénégal était qualifié, etc. et tout. Et on s'est rendu compte que c'était pour abaisser un peu la tension, etc. Et on a entendu que c'est Jean Collin qui a fait ça. Mais ça a baissé la tension. Mais le soir, si on avait dit que le Sénégal était qualifié, peut-être que ça aurait pris vraiment des allures un peu plus difficiles à gérer. Et en 2002, quand le Sénégal a battu la France, parce que c'est un match, j'ai eu la peur de ma vie durant tout le match, parce que la France pouvait nous battre à tout moment. Très aiguë, etc. Ils ont tiré sur le camp, etc. et tout. Et puis, Pape Bouba, le but qu'il a marché, il était déjà couché, il a fait comme ça son pied, il s'est entré. Mais jusqu'à présent, j'ai eu la peur de ma vie pendant ce jour. Et quand le match est terminé, le président de la République est sorti avec Macky Sall. C'était leur première sortie. Ils sont sortis du palais et il a demandé à ce que le journal Le Soleil soit publié, je pense que c'était en début de week-end, là, etc. Publié le dimanche ou je ne sais pas. Les gens étaient déjà, à la fin du match, ils étaient devant les journaux pour demander à acheter le journal qui traverse le match là. Ça tombait un dimanche, je pense bien. Le journal devait apparaître le lundi, mais ils ont dit il faut le faire apparaître. Tellement le sport mobilisé, etc. et tout. Mais comme Alpha vient de le dire, etc. et tout, c'est-à-dire c'était un prétexte, mais pour montrer un peu comment le sport peut être une source d'inspiration à la fois politique, etc. et tout. Mais je veux seulement un élément. Comment se fait-il que, et je pose la question peut-être à l'auditoire, comment se fait-il que chaque fois que nous avons le Ablaye Eliman Kane, le professeur, c'est un cousin aussi, je suis de Tekan, il connaît bien ce que je veux dire. Alors, comment se fait-il que on fait une équipe nationale qui a perdu, hein, comme si on avait la coupe. Et il y a un problème de perception de la défaite, un refus de la défaite. Parce que les gens ont dit le Sénégal a perdu, mais il n'a pas démérité, je pense bien. Et puis d'ailleurs ce but-là, est-ce qu'il est valable? Parce que, comme le dit le professeur, le goal il prend le kill là, etc. et tout, et à coup de hasard c'est extraordinaire. C'est-à-dire nous quand on était parti dire qu'il faut que tout le monde prie là et tout ça, moi j'ai vu les Algériens, ils sont venus dans le terrain et ils ont mis le Salatul Fatih. Ils ont tous récité ça, etc. et tout. J'ai dit, mais moi j'étais dans un bus là, on allait, et puis on a dit que mais ils ont marqué très tôt. Il y a quelqu'un qui a juré sur le Coran que le Sénégal va gagner le match là. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, on va gagner. Et puis quand on a gagné, comment se fait-il qu'on refuse qu'on ait perdu? Jusqu'à présent, on pense qu'on a la victoire. Alors en 2002, on était en finale. Maintenant aussi, on est en finale, mais on n'a pas encore la coupe. Merci beaucoup. Merci. Mais il faudrait peut-être qu'on intègre aussi les proverbes. Parce que dans nos cultures, on dit lamb à football, rien de boulot. Rien de boulot. Ça se casse là où tu n'entends pas. Donc, quand on veut le sport, dans nos cultures, il faut s'attendre à la victoire comme à la défaite. Donc, c'est culturel. Et il y a un rapport. Le Sénégal, ce n'est pas un hasard. La République, la démocratie, l'alternance. En Afrique, ce n'est pas partout où on fait la lutte. Il n'y a que la lutte où vous pouvez être champion, mais tôt ou tard, si vous ne partez pas, on va vous terrasser. Yekini est un cas qui nous pose problème. Moi, ça m'a fait très mal, parce que quand tu restes 10 ans, personne ne t'a battu, tu dois partir. Le seul joueur que j'ai vu au Sénégal qui a été au fait de sa gloire, qui a arrêté, au moment où il est le plus célèbre, c'est un seul qui s'appelle Lomadji. Lomadji,
à Saint-Michel. L'année où il a marqué le plus de buts, l'année suivante, il a arrêté. Parce qu'il savait que s'il continuait, il n'allait jamais pouvoir faire plus. Donc, cette philosophie-là, il faudrait qu'avec les sportifs, qu'on discute ça. Savoir arrêter, être modeste et savoir que tôt ou tard. Vas-y. Bonsoir à tous. Merci grand frère, mais permettez-moi d'abord. Il ne peut pas me reconnaître. Parce que je suis plus jeune. Mais vous savez, quand vous faites du bien à quelqu'un ou du mal, il s'en souvient toujours. Monsieur le ministre, merci d'avoir été mon professeur de l'histoire des idées à l'école des bibliothécaires. En 76-77. Vous êtes avec le professeur Feu Henri Sen. Des enseignants qui m'ont marqué parce que vous veniez juste avec votre craie. Vous n'avez pas de documents, vous n'aviez rien. Et comme le hasard n'existe pas, on s'est retrouvés sans se voir. Quand je servais à l'université Senghor comme directeur de la bibliothèque universelle et du campus numérique, où il fallait mettre en valeur le patrimoine africain, des pays africains. Quand on ne s'est pas entendu avec les femmes, vous avez envoyé votre conseiller technique, M. Sow, qui a l'air d'un Égyptien Peul, là. Quand on voit les Peuls, quand on voit les photos d'Akhenaton, c'est clair. Merci pour cet enseignement, parce que c'est très rare de voir des pédagogues, des enseignants de ce niveau. Et nous, quand on était jeunes, notre modèle, lui aussi il ne me connaît pas. On s'est rencontrés, on a parlé plusieurs fois, mais je suis plus fort. Parce que moi je garde tout dans la mémoire jusqu'à présent. Je suis de Pékin. Moi je suis le Sénégal pluriel. Mon nom est Laurent Gomis. Et comme je ne suis pas portugais, j'ai dû aller chercher mon nom Mandiakou Baya. Je suis de Pékin. Je l'ai rencontré plusieurs fois, 2 fois. La dernière fois, c'était avec feu professeur Ibrahim Sow. On parlait d'un de ses dossiers. Quand on était élève, notre modèle, c'était le professeur Mamou Sediane. Parce que tout le monde voulait réussir, avoir le bac et aller étudier. Et quand je suis revenu à l'université de Dakar, et qu'on m'a donné cette cassette où il parlait du philosophe et du musicien avec Samba Diabaré Samba, j'ai eu l'honneur d'aller acheter les derniers de son instrument de musique là, pour l'IFAN où j'étais le secrétaire général. Avec Amadi Bokoum, le professeur Amadi Bokoum, on a pu récupérer les dernières guitares et les derniers tambours de Dounia Rose. Comme je suis multidimensionnel, du point de vue religieux, du point de vue racial, tout ça, et culturel, je suis Saint-Lucien. Donc Alpha, je le connais depuis 50 ans. Disons que j'ai fait comme lui. Après, quand je suis parti, je suis universel. Et Alpha, je l'ai connu il y a plus de 50 ans. C'est mon témoin de mariage qu'il a failli bousiller en voulant me faire signer monogamie. Et j'étais son témoin de mariage. C'est pour vous dire que j'ai suivi le fil rouge de la production de ce livre. Et à un moment, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'Alpha, il aime le football comme nous. C'est que nous, on était plus engagés dans les navetans. Direction, tout ça, au niveau de l'ONCAV, de l'ORCAV, des ODCAV. Bon, lui, comme c'était la gauche, nous, on était la droite. Parce que nous, on s'habillait bien. On allait danser. Eux, c'était la gauche. Il fallait défendre le peuple. On m'a dit, nous, on défend le peuple, mais on va danser. J'ai suivi le fil rouge de ce livre et à un moment, j'ai dit, mais, on a qui dafa dof. Ce livre-là, le thème-là, est-ce qu'il y a un coup? Comme au fur et à mesure que je lisais, je prenais goût. J'étais accroché. Et contrairement à ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord.
On a eu un débat très houleux, et c'est lui qui avait raison. Dans l'équipe de 1986, je lui disais, il n'y avait pas Oumar Gueye Sène. Il me dit, il y a Oumar Gueye Sène. Effectivement, il avait raison. Sur moi, donc, celui qui gardait la mémoire, c'était lui. Je ne peux pas terminer sans rendre un hommage vibrant au premier directeur sénégalais et africain des archives nationales. Parce que moi aussi, dans ma courte vie professionnelle, j'ai eu à être conservateur des bibliothèques. Le professeur Saliou Mbaye. Quand il est venu en Égypte pour le faire passer, aller voir le palais de Montaza, j'ai dit au chauffeur, tu le présentes comme l'ambassadeur du Sénégal, Saphir Sénégal. Et s'il est là aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un hasard. Parce que j'avais dit à Alpha, peut-être que je ne viendrai pas tout. Il venait de donner un cours sur la méthodologie aux étudiants. Et je voudrais insister sur ce fait, sur ce type de cours, parce que lui-même m'a donné envie et m'a permis de pouvoir l'enseigner plus de 25 ans. Le seul reproche que je fais à Alpha Ouad, aux éditions Harmattan, et que je fais aux universitaires, les Boubou Diop, vous les professeurs Mamoussé et Lisou, la bibliographie a ses règles. La fac de lettres ne peut pas avoir ses règles, la fac de médecine ses règles, etc. ses règles. Ce n'est pas possible. C'est normé au niveau international. On a les normes AFNOR ou les normes ISO. Et moi, dans mon cours que je donnais à l'école supérieure polytechnique, où j'étais le secrétaire général, j'insistais beaucoup. Parce qu'on avait introduit la réforme LMD, dont le grand penseur est le professeur Abdou Karim Ndoye, conservateur des bibliothèques comme nous, de l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques de Lyon, où on insistait beaucoup sur la mobilité. C'est la raison pour laquelle on tenait compte de réalités nord-américaines, parce que les Sénégalais allaient beaucoup vers les pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en insistant sur les références exigées par l'APA, American Psychological Association, et MLA, Modern Language Association. Je lui ai fait la remarque, je ne sais pas si c'est l'éditeur, mais il faut que l'éditeur là. Les références électroniques là, il y a des règles. Hein. Parce que les liens là, ils naissent tout de suite, ils peuvent mourir demain. Quand vous citez une référence en ligne, vous êtes obligé de mettre la date. Si vous ne mettez pas la date, demain le gars il dit, ah non, il raconte des histoires. Donc je voudrais bien que cette affaire-là, que vous preniez ça en main à la retraite ou pas à la retraite, parce que vous avez beaucoup d'entre-gens et vous avez beaucoup d'autorité. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, l'université ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs chapelles d'enseignement de la bibliographie et de rédaction des références bibliographiques. Vous faites une conférence sur ça, une grosse conférence ou un grand écrit qu'on diffuse. Notre formule, c'est de périr pour un point, mourir pour une. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Laurent est très modeste, il n'a pas essayé sur son séjour égyptien, il a été à l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie pendant des années et des années. Et donc, vraiment, le Sénégal doit être fier de ce fils, qui est très modeste. J'en profite pour signaler que j'ai vu les visites il n'y avait pas 3 semaines. Et je me suis rendu compte que Sadio Mané est plus aimé, plus célèbre que Salah. Ça m'avait étonné. Ça montre aussi que le football, le peuple égyptien, il est pas comme le peuple sénégalais. Les gens, ils voient les meilleurs. J'ai entendu beaucoup d'Égyptiens dire que Mané est meilleur que Salah. Je ne sais pas si Molo dit parce qu'il savait que c'était Sénégalais, ou bien parce qu'il le croyait sérieusement. Mais attention, le football, le sport permet aussi à un peuple de se dépasser et d'observer la réalité. Et j'ai vu beaucoup d'Égyptiens tout récemment dire que Sadio est vraiment meilleur que Salah. Et je le crois d'ailleurs. Je vous avais signalé au départ, c'est le dernier mot.
doyen Yadmo Diop, j'avais signalé que Yadmo Diop avait un mariage, il est là dans la salle. Il fait partie de la génération de ceux qui, à ce moment-là, voilà. Et il était avec Yadmo Diop avant-hier, donc c'est pour dire que comme l'histoire est encore là. André Marie, Yadmo, tu ne veux pas dire un mot après André Marie? Après on lui donnera la parole pour clôturer. Yadmo a des choses à dire aussi. André Marie. Merci, cher frère Bouba. Vous avez bien dit, c'est notre alpha. Et on va saluer Gamou, parce que s'il est ce qu'il est. Alors, nous les femmes, nous allons nous demander ce que nous faisons dans cette galère. N'est-ce pas? Parler de football. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je le suivais dans les salles où on projetait des Coupes du Monde. Je dormais et il me réveillait en disant c'est fini, on peut partir. Pourtant j'avais eu quand j'étais jeune des amis qui étaient de jeunes footballeurs passionnés, mais je me disais mais comment on peut courir derrière un ballon avec autant de passion? Et puis il y a eu une CAN au Mali, je crois qu'on avait gagné cette CAN. C'était en 2000, je pense, hein, si je ne me trompe. Hein? C'était la finale. Hein? Alors là, je me suis réveillée. Et pour la Coupe du Monde 2002, à la maison, il était seul à ne pas pronostiquer la victoire du Sénégal. J'étais avec Mamsé Diop de Saint-Louis et tout le monde avec nos crousses, nos chapelets, nos bougies. Nous étions convaincus que le Sénégal allait battre la France. Et dans les rues, après la victoire, j'étais très content de voir devant la statue du millénaire là, un coq, un vrai coq gaulois dévoré par un lion. Voilà. Et puis comme c'était au mois de juillet, après c'est l'ambassade de France donc qui a dû reconnaître qu'ils avaient été vaincus par le Sénégal. C'est donc pour expliquer cette passion, cette capacité du sport et du football en particulier à éveiller en nous le sentiment national. Je me rappelle que nous étions profs de français pour Caire 86. Nous avons non seulement cotisé, une femme un gramme d'or, mais tous les exemples de leçons de grammaire, c'était sur le football. On ne pouvait pas faire une leçon sans évoquer le football. Donc, ça change quelque chose. Et la dernière image que j'ai, c'est hier, je crois, dans les Navétanes. Il y a une équipe, je ne sais plus de quel quartier, qui a gagné, qui a emporté la coupe. Et le capitaine de l'équipe arrive en dansant tout doucement, en frémissant, en transférant cette joie au public qui l'applaudissait, et il fait semblant de ne pas vouloir prendre la coupe. Il la prend en dansant et après il la brandit, hurlement dans la salle. Qu'est-ce qui est capable de faire ça? Le sport, le football. Donc il y a quelque chose de positif dans le sport. J'aimerais aussi rappeler que quand nos sportifs se comportent mal, c'est la sanction. Je ne veux citer aucun nom. Vous connaissez des noms de footballeurs que nous ne donnons pas en exemple à nos enfants. Parce qu'ils ont eu des propos, des comportements que nous avons trouvés déplacés, orduriers. Donc, il y a de l'éthique, vous l'avez dit. Et au nom de tout cela, je pense que nous allons soutenir nos footballeurs, nos lutteurs aussi, mais dire aux lutteurs qu'il faut qu'ils fassent des études. Et tous les autres sports. Voilà, merci de nous donner. Voilà, j'avais dit que le dernier mot, c'est le doyen Yadmo Diop. J'étais pas là quand je lisais le passage de concert. Le hasard a voulu. Moi, c'est la première dédicace de livre où je vois quelqu'un qui est cité sans le savoir. Je rappelle le passage. Alpha rapporte que l'ex-international Yadmo Diop, dont l'équipe n'avait besoin que d'un point contre le Zaïre de l'époque actuelle, République démocratique du Congo, est plus que révélatrice. C'est Yadmo Diop qui dit, donc comme il est là, il va dire, est-ce que c'est ça? Sur un dernier corner concédé par Yirim Diagne,
et mal tiré par le Congolais. Le ballon atterrit dans les bras de notre gardien Ablaye Thiam. En se relevant, il laissa tomber le ballon. Et l'attaquant zaïrois qui était près de lui en profita pour pousser le cuivre au fond des cages, donnant ainsi l'avantage aux Zaïrois, ce qui était synonyme d'élimination pour nous. Voilà, comme doyen Yannick. On veut savoir deux choses. Est-ce que vous êtes sûr que si Thiam n'avait pas visité le Sénégal, aurait déjà eu la Coupe d'Afrique? Est-ce que s'il n'y avait pas cet incident-là, est-ce que le Sénégal aurait remporté? Parce que le reste, tout le monde disait que le Sénégal a gagné. Et la question qu'on se pose, quelle est la meilleure équipe? Parce que lui, il a assisté à la génération 60, 68, il a vu 82, 2002, et il a vu également cette année. Quelle est la meilleure équipe? Est-ce que c'était votre équipe? Je crois, oui. Je vous remercie, monsieur le professeur. Bon, moi, je dois quand même dire que face à un tel plateau, j'ai des problèmes. Parce que même Django, quand je le dis, je le dis en fonction de ceux qui sont dans la salle. Il est modeste, c'était l'intellectuel du groupe. Dans cette équipe, c'est lui qui parlait le mieux français. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que je suis content d'être là. Bon, je regrette un peu d'être arrivé avec quelques minutes de retard parce que j'ai un neveu à qui on donnait une épouse. J'étais obligé d'être là-bas. Surtout que c'est le fils de mon jeune frère Abou Diop qui était lui aussi joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc je ne pouvais pas ne pas être à la mosquée. J'avoue que quand le professeur Diop, par hasard, je l'ai eu au téléphone parce que j'étais avec un autre international qui s'appelle Diakme Diop de Saint-Louis. Et il avait des problèmes avec sa fille, qui était étudiante à l'UCAD et qui avait des difficultés de je ne sais quelle nature. J'ai dit, bon, écoute, passe-moi ta fille. Et puis elle m'a expliqué son problème. J'ai dit, bon, je vais essayer sur la base de mes relations de régler ton problème à l'UCAD. Et puis il m'a dit, j'ai dit, bon, il y a le professeur Diop qui est là-bas, il y a Blaisaro, etc. Tout ça, je connais. Il me dit, j'ai le numéro de Diop. Je lui donne le moi. Et on s'est parlé, je l'ai passé à Modiouk. Après, il m'a dit, bon, voilà, il y a un livre qui a été fait par M. Si, etc. Mais quand j'ai vu le profil de M. Si, j'ai dit, ah, bon, vous n'avez pas attendu, c'est bon. Mais j'ai considéré que j'avais l'obligation d'être là. Ne serait-ce que pour dire un peu pour certaines choses que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Notamment l'exemple que tu as donné. Tu n'as pas cité, je crois que j'avais cité Mawadouad parce que c'est ce jour-là qu'il a employé le mot poisse. Et la plupart d'entre nous ne savaient pas ce que ça veut dire. Il a dit, oui, c'est la poisse, tout ça c'est la poisse. Alors la poisse c'était quoi? La poisse. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés en Éthiopie, nous avions comme premier adversaire le Ghana. Et le Ghana venait de battre le Real de Madrid en match amical, 5-3. Donc le Sénégal, pour eux, n'était pas un adversaire. Et c'est pourtant eux qui ont couru derrière le ballon. Ils ont encore eu une chance d'égaliser, mais ça va être trop long. Je vais me limiter à ta question. Cette question, c'est quoi? C'est que nous étions manifestement les plus forts. C'était reconnu par tout le monde. Notamment, nous avions la singularité d'avoir un avançant qui s'appelait Doudou Diong, qui était le plus jeune du groupe, mais qui était taquin, qui était courageux, qui était technique, qui était intelligent. Il était élève de Delafosse, parce que dans cette équipe, la plupart, soit c'était des élèves, soit c'était des enseignants, soit c'était des étudiants. Le seul d'entre nous qui ne parlait pas français correctement était pourtant notre meneur de jeu. C'était Baye Moussepay de Gorée. Et beaucoup plus tard, on a su qu'il avait le Coran plein la tête. Alors nous, on le sabotait, parce qu'il ne parlait pas français, parce que nous-mêmes, on était manipulés, on était formatés pour ne parler que français, pour signifier quelqu'un. Alors donc, sur ce match-là, nous étions déjà qualifiés. Et nous étions sûrs d'être champions d'Afrique. Parce que nous venions de promener le Ghana, qui était champion d'Afrique en titre.
qui a battu le Real de Madrid et que le Sénégal a promené. Eux-mêmes l'ont reconnu. Et ce qui s'est passé dans ce match-là, bon, c'est peut-être les mêmes choses sous des formes différentes qui se passent encore. Nous n'arrivons pas à gagner la Coupe continentale et c'est toujours sur un fait de jeu qu'on ne maîtrise pas. Le but dont il a parlé, nous étions qualifiés déjà. Tout le banc sénégalais s'est levé pour nous dire que le match est terminé. Donc sur un ballon totalement anodin. Et ça, moi footballeur, je considère que en ce moment-là, nous étions tous des amateurs. Aucun d'entre nous n'avait dans la tête la visée professionnelle ou la conception professionnelle du jeu. On s'amusait. Et c'est parce qu'on s'amusait que nous n'avons pas fait attention à la dernière minute de jeu. On a passé notre temps à jouer, à continuer à jouer, à jongler, à se donner le ballon, à se faire plaisir. Le public était avec nous. Et puis on était euphorique. Et on a continué à attaquer alors que le match est terminé. Et c'est justement sur ces attaques-là que nous avons perdu le ballon devant. Les Congolais, sachant que le temps est terminé, ont joué sur la vitesse et dans la profondeur. Yérim Diagne a eu le dernier contact, l'avant-dernier contact, avec un des joueurs du Zaïre. Ils ont sauté ensemble. Physiquement, le gars était un peu plus fort, Yérim est tombé. Le gars a continué sa course et Moustapha Niang de la gendarme, qui était notre capitaine, a fait la doublure et a contré le Congolais. Le ballon est allé en corner. Mais le temps est terminé. Donc ça a obligé le joueur congolais à gagner du temps, à jouer avec le temps. Il n'a pas de temps à perdre. Il a pris le ballon, il l'a mis, il a mal frappé. Et notre gardien, qui n'était pas le titulaire, parce que le titulaire était Toumani Diallo, de la Casamance, et qui était déjà venu au Foyer France-Sénégal. Mais lui, il s'est blessé à l'entraînement, j'allais dire 3 jours avant le début des compétitions, sur une passe de Louis Camara, qui à la fin de l'entraînement l'a appelé, il s'est retourné, il lui a envoyé un ballon. Il était en train de chercher sur la transversale son pantalon de survêtement. Louis Camara l'a appelé, il s'est retourné. Il lui a mis le ballon, il prend son truc et il fait ça. Et le ballon tombe sur le ballon. Et les 2 médecins qui étaient avec nous, le docteur Pape Touré et le docteur Adolphe Ndoye, non pas son frère, qui était à l'université d'ailleurs, plus le soigneur, qui s'appelait Sibi Faye, qui est devenu un monument, qui est devenu même académicien, mais dans un autre domaine. Pardon? Oui, c'était le masseur de l'équipe nationale, avec Sibi Faye. Et celui-là est devenu, l'autre est devenu un académicien dans un autre domaine de la culture. Hein? Ousmane Sow, voilà. Donc, Toumani, tout le monde a essayé de le soigner. Parce que lui était le gardien de but idéal. Il nous disait, vous marquez un but, on gagne. Parce que moi, je ne vois pas les Africains marquer un but. Et il nous le disait tranquillement et tout le temps. Et puis ça se passait comme ça. Il ne prenait pas de but. Difficilement il prenait des buts. Et il s'est blessé. Notre gardien, l'autre, est aussi grand que lui, plus puissant que lui, mais un peu plus agité. Pas trop calme souvent. Et justement, ce ballon-là, ce corner-là, il l'a eu, il l'a tenu. Mais dans le système de jeu qui était mis en place, nos latéraux, dès que le gardien a le ballon, ils avaient l'obligation de se déployer sur les flancs pour que la relance ne soit pas profonde. Il fallait donc jouer en sortie collective. Donc les 2 arrières latéraux ont respecté la consigne de quitter les poteaux et de partir pour demander la relance. Et c'est en ce moment-là que le gardien du Sénégal, qui était accroupi, en se levant, personne n'a compris pourquoi le ballon lui est tombé des mains. Aucun d'entre nous ne peut l'expliquer. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux journalistes, essayez d'interroger, c'est dommage que beaucoup d'entre eux ne sont plus là. Mais les joueurs eux-mêmes donnent des explications différentes. C'est-à-dire que nous qui étions dans le terrain, on donne des explications différentes. Tu demandes à l'autre, à l'un, il te dit non. C'est-à-dire que c'est le goal qui a posé le ballon, bon, il voulait faire ceci.
L'autre dit non, il paraît que c'est un arbitre, il a entendu un coup de sifflet. Voilà, chacun d'entre nous avait une explication. Alors qu'on est dans le terrain. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'en se relevant, il a laissé le ballon. Et le Congolais a poussé dans notre but. On était à quoi? Dans les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si l'arbitre siffle la fin du match, le Sénégal est éliminé. Alors que nous étions sûrs que nous allons gagner la Coupe d'Afrique. Alors, il y avait un joueur qui ce jour-là a joué à la place de Doudou Diong qui était blessé. Il s'appelait Insa Diagne de Saint-Louis. Insa, qui était à l'espoir de Saint-Louis. Et Insa, il a pris le ballon. Il m'a dit que grand. Ballon de Mario, le Sénégal top. Il y avait le capitaine du Congo qui s'appelait Kassongo. Et Kassongo était en train de danser dans notre zone. Je l'ai giflé pour qu'il quitte la zone. Oui. Et on a mis le ballon. L'arbitre siffle. Le grand, il me donne le ballon. Je fais semblant de remettre ça derrière. Tous les Congolais qui étaient devant sont partis. Et je suis parti face à eux. Donc je n'avais plus que la défense congolaise. Mais il fallait qu'intellectuellement je réfléchisse pour dire il faut dire, donc mon cerveau était complètement je dis non, et pour la première fois dans ma carrière de footballeur, j'ai frappé du pied gauche. Et pourtant j'étais ailier gauche. Je n'avais jamais frappé du pied gauche. C'était ce jour-là seulement que j'ai frappé du pied gauche. Et le ballon a frappé, a touché le tibia du gardien, gagné. Voilà le but dont tu as parlé. Alors, mais je pense que je ne sais pas qui était en intervenant tout à l'heure. Un de vos intervenants a parlé de Lomadjé. C'est moi qui le connais. C'est pourquoi beaucoup de mes amis insistent pour que je fasse un livre. Mais comme moi, j'ai un livre. Alors, donc Lomadjé, c'est un footballeur saint-louisien, plus âgé que moi, que je regardais jouer. Et il avait pour moi deux singularités. Il avait toujours une genouillère et sa course n'était pas rapide. C'était une course chaloupe. Voilà. Alors, mais malgré ça, tous ces tirs faisaient peur à tout le monde. Je dis, mais qu'il faut tirer, voilà. Il ne court pas vite. C'est comme Messi. Il ne donne pas l'impression de frapper fort, mais chaque fois qu'il tire, tout le monde fait ça. Alors, c'est le Messi actuel. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de faire comme lui. Puisque je suis né à Rebus, bon, il y avait le stade de Rebus. Je prends un ballon. Il avait une genouillère qu'il mettait. Je suis allé chercher une genouillère. Et puis tous les matins, quand je n'étais pas à l'école, j'étais élève de l'école Balixi, je suis allé sur le terrain des abattoirs. Et puis je courais comme lui. Et puis j'ai tenté la frappe avec ma genouillère. Et curieusement, ce que beaucoup de gens dans le monde sportif ne savent pas trop, c'est que avant de jouer au Foyer France-Sénégal, j'ai joué au Foyer de la Casamance. Et c'est justement le premier match que j'ai joué avec le Foyer de la Casamance dans le championnat national, c'était à Saint-Louis. Et c'était contre la Saint-Louisienne. Et j'avais en face de moi, pendant la présentation, Lomadjé en tenue. C'est pourquoi quelqu'un a dit que c'était son dernier match. Quelqu'un a dit que c'était sa dernière saison. Cette saison-là, j'ai joué contre Lomadjé. J'étais très jeune. Après la présentation, je l'ai salué et je lui ai raconté ce que je viens de vous dire. Alors j'ai dit, moi j'aime bien marquer les buts, mais toi, comment tu as fait avec ton tour? Il dit, tu as suivi ça? J'ai dit, j'ai tout essayé, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Mais moi, je suis un buteur, parce que j'étais gardien de but de mon école Alexis, mais j'étais aussi gardien de but du lycée Van Gogh. C'est parce qu'en 4e, j'ai eu une blessure, et j'ai cessé de jouer gardien, et puis j'allais jouer devant. Alors, j'ai dit, mais tu sais, moi, je suis un buteur. Il me dit, ah oui, j'ai dit oui. Il me dit, aujourd'hui tu vas marquer. J'ai dit, ah oui, si tu marques, je marque. Si tu ne marques pas, je marque avant toi. Et on a été comme ça. À la fin du match,
J'ai marqué les 2 buts du Foyer de la Casamance. Il a marqué les 2 buts de la Saint-Louisienne. Alors, on me demande d'écrire. Salif, est-ce que moi je peux écrire? Notre ami tout à l'heure a écrit, on souligné pour le mondial 2002. Dès qu'on a marqué le but, spontanément, président et gouvernement et puis à mon avis, ce n'était pas si spontané que ça. Pourquoi? Parce qu'il existait une fondation Sénégal qui gagne. Le Sénégal qui gagne. Sénégal qui gagne. C'était dirigé par Souli. Ça a été dirigé par Souli. Sénégal qui gagne. Voilà. Ce n'est pas seulement ce jour-là, mais tous les matchs qui ont précédé, il y avait comme par enchantement, dès la fin du match, il y avait des cas de Ndiagayaï, etc. C'est comme s'ils avaient le don d'ubiquité, alors que pour moi, seuls les Sérères ont le don d'ubiquité. Mais les gens se retrouvaient par milliers. Alors cette fondation, j'en ai même connu le président, c'est un Khan, qui est un peu de la même région que moi. On n'en entend plus parler depuis la fin de cette mondiale. Alors cette spontanéité-là, est-ce que vous la confirmez ou est-ce que véritablement il y avait une préparation politique? Les gens étaient prêts. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à un professeur de votre niveau. Mais je ne sais pas si vous faites allusion. C'est pourquoi j'ai dit, je suis pas, intellectuellement, je ne peux pas vous interpréter. Donc, j'ai des limites. Mais je cherche à comprendre. Quand je vous écoutais, j'ai essayé de comprendre qu'il y avait une association, j'allais dire presque informelle, qui cherchait à trouver des moyens pour accompagner l'équipe nationale. Et cette association était dirigée par Maliki Souri. La seule problématique qui s'est posée selon moi, c'est que ce financement-là était privé, et totalement privé. Mais c'était pour accompagner l'équipe nationale qui était gérée par l'État. Cet argent n'est jamais arrivé au niveau de l'État. Parce qu'il y avait un petit contentieux. Que ceux qui ont trouvé l'argent pour préparer l'équipe pour le Caire. Mais semble-t-il à l'époque que l'équipe avait des dettes dans la préparation. Et l'avance qui avait été faite par cette association à l'État, l'État l'a utilisée pour payer des factures antérieures. Et justement, ceux-là ont refusé de donner la suite de l'argent. Et cet argent-là fait partie des problèmes qui sont posés au Caire en 86, où le Sénégal était meilleur, où le Sénégal devait gagner la Coupe d'Afrique. Le Sénégal ne l'a pas gagné. Bon, je suis assez long déjà pour revenir sur des choses comme ça, mais je veux que nous retenions tous que, parce que quand le professeur Diop m'a envoyé le titre du document, j'ai dit, wow, qui moi, lecture politique d'un fait polémique, en parlant de football, j'ai dit, moi je suis dépassé. Je voudrais conclure parce que je voudrais conclure avant de donner à titre d'annexe quelques interviews, quelques entretiens de ce genre. Parce que ça va intéresser le lecteur. C'est des témoignages qui sont absolument uniques. Et avec des gens qui sont dans cette âge. Il est plus sûr de les mettre sous contrôle. Parce que bon, la précision que je voulais juste faire avant de... Bon, il y a un garçon qui me regarde beaucoup, parce que je sais que si je ne pas film, c'est-à-dire que c'est quand même un problème, quoi. Tous les ans, on se prépare, on fait des trucs, etc. Bon, quand j'ai lu le titre, je ne comprenais pas très bien. Je dis, bon, en tout cas, pour que nous, on aille en Coupe d'Afrique en 1968, nous n'avions même pas d'équipement. Nous jouions presque avec le même maillot. Et quand on a fait appel à moi, bon, c'est pas très bien de dire j'ai, mais c'est ça, c'est la réalité. J'étais le seul joueur appelé de France. Sur les 23 sélectionnés, j'étais le seul qui venait de France. Je faisais des études là-bas.
c'est pas l'équipe qui m'a convoqué, c'est pas l'entraîneur qui m'a convoqué, c'est l'ambassadeur du Sénégal qui s'appelait M. Guy Habert qui m'a fait appeler à Paris. Je ne sais pas pourquoi. Mon diplomate, et puis il m'a dit, bon voilà, c'est le gouvernement, à travers le ministère des Sports, sollicité par M. Lamine Diack, M. Mawadouane et M. Sergio, qui vous demande de venir participer au match Sénégal-Guinée, parce que le Sénégal veut se qualifier, et toi tu comprends bien ce qu'on fait dans le jeu et dans le système. Il souhaite que tu viennes. Ah, M. l'ambassadeur, moi je veux bien, mais maintenant il y en a. Mais ah oui, bon, moi, je n'ai fait que transmettre. J'ai réfléchi 2 minutes, j'ai dit, bon, si c'est le Sénégal qui le veut, je vais le faire. Je vais suspendre mes études et puis je vais aller jouer. Et Senghor ne nous a même pas reçus au départ. Lamine Diack avait menacé de ne pas amener l'équipe en Éthiopie. Et c'est en ce moment-là que le président Senghor a donné des instructions pour qu'on aille à Marzin Sport, pour qu'on nous donne des équipements. Qu'on nous donne des gorages, des ceci. Et c'est au retour que le président Senghor nous a reçus. À l'aller, on ne l'a pas vu. On n'a vu personne. Et c'est au retour qu'il nous a reçus. Au palais, il nous a dit, le monde entier m'a dit que vous étiez les plus forts. Mais nous allons maintenant, à partir d'aujourd'hui, faire des efforts pour vous essayer de donner ceci, donner ça. Et c'est là qu'il nous a parlé du stade de l'amitié. Mais la problématique, c'était qu'il voulait, en même temps, mettre dans le stade un hippodrome. Parce que semble-t-il, son épouse aimait bien les chevaux. Et ça a tout bloqué. Bon, voilà, donc... Avant d'aller écouter, merci Ayalba. En fait, on va se quitter avec une note très philosophique. Est-ce que le Sénégal, nous, c'est une tragédie grecque, la famille des athlètes, ou bien c'est autre chose? Comment se fait-il, après tout ce qu'il a raconté, qu'on ne puisse pas prendre la Coupe d'Afrique? Est-ce que ça va être dans la décennie qui vient, ou bien ça va être dans 2 décennies? Mais cette question-là, elle est sérieuse. Alpha l'a imploré dans le livre. Parce que ce qui nous est arrivé, la défaite contre le Cameroun là-bas, ce jour-là, c'est la même équation concernant la dernière Coupe du Monde, à savoir que le Sénégal contre l'Algérie, l'Algérie nous marque un but dès le début. Et on n'a pas été à même de régler ce problème. Le dernier match, le Cameroun là, quand ils nous ont battus, pendant 90 minutes, les Camerounais savaient qu'eux, ils ne peuvent pas gagner. Mais ils mettent. Mais on n'a pas réglé ces questions techniques. Donc, est-ce que c'est une tragédie grecque, philosophique, ou bien est-ce que c'est un problème technique ou mental? Voilà le débat, il faut qu'on continue la réflexion. Merci beaucoup. Le cocktail, c'est juste dans... On a ouvert Monsieur le ministre, on en reparlera. Merci. Voilà. Grand boubou de Worma. Boubou. Grand boubou. Qui ça? Alpha. Ah oui. Elle va très bien.